Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan de division. Aujourd'hui, on va faire l'AFC Est des Bills, Dolphins, Jets et Patriots. Et pour ce faire, je ne serai pas avec Jérôme, comme vous les avez pu le voir sur un des précédents bilans où Jérôme était avec Anthony. Aujourd'hui, nouveau duo. Et je suis avec Doug. Salut Doug. Salut Alex, salut tout le monde. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Très heureux de faire ce premier bilan, rentrer dans les choses sérieuses avec l'équipe du front office, donc très content. Un petit bilan rookie. C'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Nous, ça nous change avec Jérôme du coup parce que bon l'année dernière on avait fait bilan par équipe, c'était un Ouais. peu et puis on était à deux donc enfin, on avait Joseph aussi d'ailleurs qu'on salue. C'était un peu compliqué. Là voilà c'est cool, on est un peu plus. On fait ça une petite heure et quelques, on va être ensemble histoire de parler de cette AFCS avec quand même plein de rebondissements sur la saison, des trajectoires un peu différentes, des objectifs ratés pour certaines équipes, des reconstructions foirées qui vont continuer la saison prochaine, des équipes en playoff. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses un peu différentes dans cette AFC Est. C'est très hétérogène, c'est assez sympa à analyser. Pour tous ceux qui nous écoutent sur les différentes plateformes d'écoute, bah déjà merci. N'hésitez pas à nous mettre une revue, 5 étoiles, c'est cool, nous on aime bien. Et si c'est et vous pouvez pas faire plus, mais voilà, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, nous ça nous fait bien plaisir. Ceux qui sont sur Spotify, on a une petite question qui est qu'avez-vous pensé de l'épisode, voilà. Donc si vous avez envie de communiquer avec nous ici, n'hésitez pas. Sur YouTube, abonnez-vous, cliquez la petite cloche pour avoir à chaque fois que on est en direct pour des différentes game zones où Doug a particulièrement bien performé sur sans vouloir spoiler tout, mais voilà, on a eu un performeur majeur de la game zone en Doug, donc n'hésitez pas si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir et donc vous abonner pour savoir lorsque la prochaine démarre, mettez un petit commentaire et voilà, je pense que ça fait le tour rapidement. L'instant promo est fait de A à Z, on est bon. C'est ça. Et encore, là c'était de A à Y, on va faire Z en finissant avec suivez-nous partout, avec le front office, notamment Twitter, où c'est là où, enfin X, où on donne le plus de nouvelles en général. On va essayer de faire un peu plus Instagram sur cette saison. C'est un des objectifs. On va voir. Mais là c'est l'intersaison, donc on peut se permettre de pas faire encore Instagram. Mais pour la saison, on se débrouille. Voilà. Le Z est terminé. On va Le Z pouvoir est arrivé faire ça. et on est parti sur cette. Franchement, ça fait voilà depuis qu'on fait qu'on nous a dit on va donner les bilans, cette cette conférence là, cette AFC Est, c'était vraiment euh, la division à suivre cette année, quoi. Franchement, j'étais hyper hypé par cette division. Les Patriots, on pensait pas qu'ils allaient pouvoir s'effondrer à ce point-là. On les pensait un petit peu immortels, ces Pats, après 20 ans de domination. Hyper hypé par les Jets avec Aaron Rodgers, hyper hypé par les Dolphins, les Bills aussi. Donc voilà, très content de revenir là-dessus parce que ça a été une grosse saison pour les quatre équipes. C'est ça, globalement, la FCS, moi, c'est un peu, bah, du coup, l'équivalent maintenant de la NFC Est aussi. Si t'avais une équipe qui dominait en général avec les Cowboys et les Patriots, et maintenant, c'est beaucoup plus homogène, et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant à voir. Alors, cette année, ça n'a pas été extrêmement homogène, mais, sur des prévisions. Je te propose d'attaquer, du coup, avec les vainqueurs de la division. On parle, du coup, des Buffalo Bills, qui ont fait, 11-6 en saison régulière, qui ont eu le tiebreaker face aux Dolphins et qui les ont fait gagner la conférence. Je crois qu'ils ont fini deuxième d'AFC du coup avec ce bilan-là, puisqu'ils ils ont affronté les Steelers qui ont fini septième. Et puis ils Donc reçoivent les Chiefs. ouais, et ils reçoivent les Chiefs où ils perdent à ce moment-là. On va faire à peu près la même trame que sur les bilans précédents. Donc on va commencer avec un peu la dynamique de la saison. Qu'est-ce que toi t'as pensé de cette saison des Bills? Est-ce qu'il y a un moment marquant auquel tu penses là tout de suite? Ah ben l'événement marquant clairement c'est leur bye week. Avant leur bye week c'est un petit peu
un petit peu très en deçà des attentes au début de saison. Je voyais clairement pas McDermott revenir après cette bye week. Finalement, ils ont trouvé un autre fusible, c'est le coordinateur offensif qui a sauté. Euh, on voit vraiment un avant et un après cette bye week. On voit aussi que ils ont pas mal pêché. La blessure rapide de Matt Milano leur a fait du mal en début de saison parce que c'est vraiment un joueur majeur dans cette défense. Et voilà, ils sont revenus sur la deuxième partie de saison. Ils font un très 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 bon comeback. Ils font une grosse perf. Ils montent vraiment en puissance jusqu'à la fin. Mais voilà, pour moi, ils sont à leur plafond en fait. Ouais. Les Bills sur la fin de saison, bah, ils sont à leur niveau quoi. Ils perdent contre les Chiefs avant la finale de conférence et ouais, voilà, pour moi c'est leur plafond et ils auraient pas, je pense pas, pu espérer faire mieux cette saison. Pour moi, c'est l'exemple parfait de cette saison, de ce que j'imagine des Bills. C'est un début de saison moyen, où ils sont, après 7 matchs, ils sont en 4-3. Après 10 matchs, ils sont en 5-5. Après 12 matchs, ils sont en 6-6. Donc ça avance tout doucement. Je crois que la bye week, c'est la semaine 13, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est ça. 13 ou 14. Mais en gros, voilà, ils sont maximum à 7-6 à la bye. Et après, du coup, leurs 5 derniers matchs, c'est 5 victoires consécutives pour aller chercher cette deuxième place et passer de 6-6, qui était une place où on se disait, est-ce qu'ils vont même faire les playoffs? On savait pas à ce moment-là parce que c'était très très concurrentiel avec notamment la FC Sud, qui était la FC Sud, la FC Nord, où ça carburait. Oui. 6-6, tu sais pas trop s'ils vont les faire. Surtout quand tu regardes la fin du programme et t'as notamment les Chiefs, les Cowboys et les Dolphins, tu te dis, ils vont au moins en perdre un ou deux. Plus les 2 autres matchs dont je me souviens plus qui c'était. Au final, ils gagnent les 5. Donc c'est quand même une belle performance. Ils arrivent du coup avec l'avantage parfait de jouer contre les Steelers chez eux, dans l'antre du Yeti, sous la neige, où il fallait comment dire, retirer à coups de pelle toute la neige par-ci par-là. Ils gagnent, et après tu joues les Chiefs et là tu perds de 3 points. C'est ça. Donc, Jérôme a suffisamment parlé de ce match-là lors des différents débriefs, l'aspect mental, etc. Si vous avez pas vu, je vous invite à aller voir et à écouter le rewind du coup du Divisional, Ouais, c'est Divisional ça. Round. Ouais, du Divisional Round où il y a eu, voilà, où il a énormément parlé. Et comme tu en as parlé un peu, pardon, mon micro est tombé. C'est comme tu en as parlé un petit peu avant, l'offensive coordinateur, du coup, qui s'est fait virer, notamment après une défaite sur cause d'une erreur sur les special teams. J'avais trouvé ça un peu bizarre de virer le coordinateur offensif à ce moment-là, Oui. mais ça a été un fusible. C'est ça, c'était vraiment un électrochoc qui a été cherché de la part du front office. On peut pas se permettre, dans une équipe comme ça, on peut pas se permettre, on va pas s'en prendre à Josh Allen. Il fait sa saison, il fait une saison encore incroyable au niveau statistique, Josh Allen. Alors oui, il perd des ballons, il y a de l'interception, mais il y a énormément de prises de risque. C'est vraiment le quarterback moderne aujourd'hui qui va tenter ses passes longues, qui sait courir, qui sera peut-être pas dans la ligue encore pendant très longtemps s'il continue comme ça, parce que ça a beau être un buffle, au bout d'un moment, prendre des mecs lancés tous les dimanches, ça abîme. Donc non, il va falloir qu'il se ménage là-dessus. Et d'ailleurs, il va pouvoir se ménager parce que moi de mon côté, j'ai vraiment vu l'émergence de James Cook, le running back, qui est venu très très bien suppléer sur cette deuxième partie de saison. Ils ont beaucoup plus utilisé le jeu au sol avec ce running back et on a vu la différence. On met Josh Allen dans des bonnes conditions, un jeu au sol qui continue à performer sans qu'il ait besoin de faire 15 cours par match et d'aller emplâtrer des mecs. Donc non, franchement, c'est vraiment ce qui a changé aussi la dynamique. Peut-être que c'est ce nouveau coordinateur offensif qui justement est venu plus l'utiliser, mais bien leur en a pris. Est-ce que parce que du coup, je sais que le defensive coordinator de la saison dernière, c'était aussi Sean McDermott, donc tu avais un peu du mal à le virer. Je sais pas si c'est même lui qui a repris comment dire, le poste de offensive coordinator. Je me souviens plus qui ça a été, mais effectivement, ça leur a fait du bien, d'une manière ou d'une autre. Mais bon, j'en parlerai à la conclusion, moi, de ces Bills-là. Je pense qu'on est assez d'accord sur la vision qu'on a tous les deux de ces Bills. Du coup, on va pouvoir parler ensuite, faire un petit focus rapide sur un joueur chacun, un joueur qui nous a
surpris en positif et un joueur qui nous a plutôt déçus. Euh, Est-ce que tu veux commencer? Ben oui, je me suis un petit peu auto-spoilé du coup avec James Cook, le running back, le frère de Dalvin Cook, si je dis pas de bêtises, qui est aussi Ouais. running back, qui a été coupé du côté des Jets, donc ils sont tous les deux dans la même conférence, dans la même division, pardon. Et non, voilà, très bon joueur, il me semble que c'est sa deuxième saison, il n'était pas rookie, Ouais. ou il me Non, semble non, que il c'est était ça. sophomore. Il est Ouais. sophomore cette année. Et c'était un premier tour ou un début de deuxième, si mes souvenirs sont bons. Donc non, là pour le coup, ben, il a même dépassé les attentes qu'on avait envers lui parce qu'il vient vraiment prendre le lead sur ce comité de coureurs qu'il y avait et qui vient vraiment. On n'avait pas de jeu au sol vraiment, on avait Singletary l'année dernière, mais il fait quand même pas la saison qu'il peut faire au Texan. Donc voilà, mention Ouais, il y spéciale pour avait, James Cook. ouais, il y avait Naeem Hines qui avait été récupéré à un moment pour faire un peu remplacer ce que faisait très mal Zach Moss, qui au final s'en est très bien sorti comment dire, aux Colts. Colt, ouais. Naeem Hines beaucoup plus en retour d'équipe spéciale. Ça a beaucoup mieux fonctionné. Qu'autre chose. Mais oui, oui, James Cook, énormément de bien d'avoir enfin un running back dans cette équipe-là qui avance. Moi, de mon côté, on en a parlé un petit peu avant, mais je trouve que les joueurs des Bills qui ont surnagé, il y en a pas eu beaucoup cette saison. Et du coup, je vais parler de Josh Allen parce que nous, enfin, moi, en tout cas, je le critique beaucoup sur le plafond qu'il a et jusqu'où il peut emmener cette franchise. Je sais pas jusqu'où il peut l'emmener. En tout cas, s'ils vont en playoff et qu'ils arrivent aussi haut, sans lui, ils le font pas. Non. Et oui, les interceptions, oui ci, oui ça. En attendant, le mec, il te met un nombre de touchdowns à la course qui est très bon. Il lance la balle comme pas possible, alors que Stephon Diggs, dans une saison où il a été bien moins bon que les années précédentes, je le trouve, arrive à faire quand même 1100 yards. Tu les fais pas tout seul. Faut que tu aies un Non. QB qui te lance la balle au bon moment ou qui t'aide sur tes trois tracés que tu fais de bien dans le match. S'il te l'envoie au bon moment, c'est bon. Ça manque d'aide, je trouve, de son côté. Donc là, ils ont enfin, je trouve, le jeu au sol pour moi, c'est réglé. Je dis ça manque d'aide et il a Stephon Diggs. Donc voilà, on peut aussi réduire ce que je viens de dire, mais je trouve qu'il y a, entre guillemets, que Diggs. Le reste, c'est courant alternatif. Et donc voilà, je voulais refaire un petit big up au buffle des Bills, Josh Allen, qui voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, jusqu'à quand il peut continuer comme ça, je sais pas, mais c'est ce qu'il fait déjà là sur cette saison et sur les saisons précédentes, c'est top. Ah non, mais clairement, Josh Allen aujourd'hui, il est top 5 QB de la ligue largement. J'en mets pas 10 devant lui. Hein. Moi, demain, on me Ah dit non, de faire une équipe. Il est encore plutôt jeune, quand même. C'est pas, on n'est pas sur un vétéran. Il a un bras canon, il a une bonne lecture. En fait, il va, des fois, on a l'impression qu'il y a deux fils qui se touchent et puis il va lancer un ballon improbable et il va se faire intercepter, d'accord. Mais il va en réussir. En fait, il a du déchet, mais ces deux fils qui se touchent, il va avoir une interception pour trois passes qui sont incroyables que notre QB aurait pas lancé en fait. Donc l'un dans l'autre, ça se compense largement. Et d'ailleurs, nos amis des fantasy bowlers le diront mieux, mais en fantasy, t'as Josh Allen, c'est une régalade. C'est le QB qui a les plus grosses stats dans la ligue. Donc non, franchement, on peut lui en vouloir sur ses interceptions, mais sans ses interceptions, il serait moyen à l'arrivée parce qu'il tenterait pas autant de passes. c'est vrai, c'est vrai, c'est un James Winston plus plus. C'est ça. Et qui court. Non, j'exagère, Et hein, solide, attention. et solide, ouais. Voilà, en fait, c'est beaucoup plus que James Winston. Donc, Ouais, du coup, c'est deux James Winston. ouais, mais avec un seul côté interception. Donc tranquille, ça aide, ça avance. Euh, Côté joueur qui t'a déçu, est-ce que t'as un joueur en particulier? Bon, un joueur en particulier, parce qu'il faut en sortir un, je suis parti sur Von Miller. Von Miller, au niveau de son rendement, il n'a pas été très bon cette saison. Il est très très cher. Alors j'ai vu passer une stat, je crois que le rapport prix au plaquage, c'est quasiment 4 ou 5 millions par plaquage par rapport à son nombre de sacs. Il est très cher. Il a eu des soucis extra-sportifs
qui ont pas aidé la franchise au mauvais moment. Euh, donc dans une équipe qui a besoin d'argent, de libérer du cap space, je pense qu'on va en parler après, mais voilà, il ne justifie plus un salaire aussi élevé et et je vois pas comment il va pouvoir revenir à un niveau. Il est vraiment sur la fin, je pense. Ouais, bah totalement. Il a 34 ans pour un linebacker. Je pense pas que ce soit le début de carrière. Il est, comme tu l'as dit, des problèmes extrasportifs, gros salaire. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'argent garanti parce que je l'ai pas vu quand j'ai fait les, comment dire, les, quand j'ai fait les comment on appelle ça, le cap space, etc. et les différents joueurs qui peuvent être cut. Je l'avais pas vu passer, mais il a un contrat jusqu'en 2027 de ce que je vois. Ah ouais. Avec tout a été poussé vers loin. Après c'est des faux salaires, hein, c'est tout. Il y a rien qui est garanti sur les années suivantes, etc. Mais il y a un cap hit qui est quand même assez fort. Là il va devoir rester là parce que sinon ils vont se bouffer 30 millions de comment dire, ils vont se bouffer 30 millions de dead money s'il le cut cette année. Donc il sera là encore l'année prochaine. Dur, dur. Je sais même pas, hein, franchement, même avec 30 millions d'aide monnaie, je suis même pas sûr qu'il garde entre ses déboires extrasportifs, etc. On va, mais de toute Ouais. façon, c'est le moment où il va falloir de toute façon aller chercher de l'argent. Et Par contre, c'est impossible qu'il soit là l'année prochaine. L'année prochaine, il coûte, il sauverait 8 millions de cap. Il aurait que 15 millions de dead money. Je pense que là, il est, voilà, c'est cette saison-là et après ça dégage. Je vois pas d'autre. en espérant un rendement un peu meilleur. Ouais, ouais. Faut espérer qu'il fasse 3-4 bons matchs, tu le trade et voilà. Mais je vois Parce que pas pourquoi même, tu le trades s'il fait des bons matchs. C'est toujours ça le problème quand t'es une équipe contender, c'est que si t'as un joueur vétéran qui te fait des bons matchs et qui te coûte cher, tu vas pas vouloir le trader alors que c'est le moment où il faudrait. C'est super délicat. en plus, il y a une autre dimension, il y a une autre dimension à ça avec Von Miller, c'est que c'est un joueur à qui on va demander d'encadrer des jeunes, c'est un joueur à qui on va demander d'être un petit peu ces meneurs qu'on peut avoir dans des groupes. Et quand on a un gars qui a des déboires extrasportifs, il n'est plus concentré là-dessus. Non seulement il est plus sur le terrain et il est plus aussi performant, c'est certain, mais dans le vestiaire, il a plus cet impact-là. Et parler à des jeunes en ayant ce genre de problème qu'il a eu, vrai ou pas, je sais pas, je me suis pas penché sur la question, mais on a plus cette légitimité-là aussi. Donc Von Miller à l'arrivée, il a perdu ses deux côtés sur le terrain et ce qui pouvait être en dehors, et c'est compliqué de s'appuyer sur un mec comme ça. Ouais, et c'est dommage parce qu'en plus t'as quand même beaucoup de pics la saison prochaine. Il y en a 11. Les Mm. Bills ont 11 pics. Euh, donc c'est le moment où t'as envie d'encadrer des jeunes, notamment en général, ils ont 3 sixième tours, ils ont 3 cinquième tours. C'est C'est là où ça, il y tu a vas des choper paris, des ouais. joueurs, c'est là où tu vas choper des joueurs défensifs où t'es pas sûr, faut les encadrer parce qu'en général s'ils tombent c'est un peu de l'extra sportif ou un peu un manque de quelque chose. Les vétérans c'est intéressant à ce moment-là. Si Mm. t'as un problème extra-sportif ou un manque de niveau ou un manque de volonté ou la tête ailleurs, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais, clairement. Je vais parler rapidement de mon joueur, moi, avant de passer à l'intersaison. Je vais parler de Micah Hyde, le safety qui m'a énormément déçu cette saison. J'ai regardé un peu les stats. Euh, voilà, il a fait 2 interceptions seulement entre guillemets. C'est déjà bien, mais c'est beaucoup moins que ce à quoi on pourrait s'attendre. Il a aussi fait dans sa carrière au Bills son pire pourcentage de passes concédées. Donc quand on lui lance la balle sur lui, en général ça complète. Et pareil pour le passer rating, donc le QB quand il lance sur Micah Hyde, en général il réussit ses passes. Dans une comment dire, dans une équipe où tu lances tellement la balle vite, on voit beaucoup de balles lancées lointain à Gabe Davis qui des fois te font des touchdowns. Si ton jeu à la passe est moins bon, enfin ton jeu de défense contre la passe est pas bon, tous les efforts que tu fais en attaque pour avancer vite et lancer la balle, ils peuvent être vite réduits à néant. Mm. Et quand t'as un mec comme Hyde qui est censé être un de tes leaders défensifs, il y en a d'autres, hein, mais c'est un de tes leaders défensifs. Si il est en deçà de ce qu'il est censé faire, bah ça t'aide pas du tout dans ton équipe.
clairement, on avait ce duo là de safety Poyer-Hyde qui était peut-être le meilleur duo de safety de la ligue l'année dernière. Et clairement, ils étaient incroyables sur la saison précédente. Et on se retrouve, comme tu dis, avec Hyde qui fait pas une saison terrible et puis Poyer qui sont carrément coupés, quoi. Donc, Ouais. on repart de zéro sur la défense. Très 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 bonne transition pour parler un peu du plan de l'intersaison. Ils ont un des pires cap space de la ligue à moins 14 millions aujourd'hui encore, même après avoir fait les cuts de Jordan Poyer et de Mitch Morse, le center. Donc deux joueurs qui ont été cuts. Il y a d'autres joueurs qui pourraient être cuts encore. On parle beaucoup de Tredavious White qui leur ferait sauver 6 millions, mais beaucoup sur les années suivantes encore. Et moi qui j'ai pas entendu, mais quand je regarde un peu la liste, ça m'étonne qu'il soit pas dedans, c'est Rasul Douglas. Rasul Douglas, c'est 10 millions d'économiser, aucune dead money. Pour moi, c'est un cut évident. Ah, mais il est Je performant. pense il est performant, mais quand tu cut Jordan Poyer, que tu penses à cutter Tredavious White, ça me paraît étrange que Rasul Douglas soit toujours là pour un joueur claim sur les waivers. Effectivement, il est performant, et ça n'a pas empêché d'autres équipes, on en parlera plus tard, mais à cette période de l'année, quand t'as besoin de faire de la place, tu prends ce que tu peux prendre. Hein. C'est vrai. C'est Donc vrai. ouais, c'est un peu, ouais. On verra, hein, mais t'as raison, hein, Douglas White, je pense que c'est un peu des choses compliquées là à définir. Après, sur cette intersaison, il va falloir qu'il s'appuie sur ce qui marche. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? C'est Josh Allen, c'est Diggs. Et encore Diggs, il râle pas mal, donc je serais pas surpris vu tout l'argent qu'ils ont allé chercher de voir un trade. Euh, Ça m'étonnerait pas. C'est Cook, c'est Kincaid qui fait une super saison rookie, qui vient largement supplanter ce que pouvait faire Dawson Knox. C'est une très très belle saison. Et c'est en défense, pour moi, Matt Milano qui est vraiment le fer de lance de cette équipe et j'espère qu'il va revenir en forme. Et après, autour, eh ben, il va falloir tenter des paris. Il va falloir tenter des paris. Comme tu as dit, ils ont beaucoup de choix de draft. Il va falloir aller chercher de la profondeur. Il va falloir tenter des joueurs et puis les entourer avec ces joueurs qui marchent. Mais la fenêtre s'est peut-être un petit peu fermée du côté des Bills parce que avec autant de cap à aller chercher en termes de salaire, ça va être compliqué d'avoir des joueurs performants à tous les postes. Totalement, totalement. Et comment dire, ils ont également changé beaucoup du coaching staff. Donc on parlait tout à l'heure un peu des différentes personnes qui ont été dégagées par-ci par-là. Le defensive coordinator, c'est l'ancien coach des linebackers. Donc on a vu le déclin de notre ami Von Miller. Donc ils se sont dit on va promouvoir Bobby Babish. Par contre super nom, Bobby Babish. Je trouve C'est terrible. pour un c'est fabuleux. Et ils ont pris du coup Joe Brady, qui était Ben oui. l'intérim offensive coordinator, le coach des quarterbacks, ancien offensive coordinator des Panthers également. Lui du coup est le offensive coordinator. Et on garde toujours Sean McDermott. Euh, je sais pas, il doit avoir un truc sur le GM ou sur le owner, parce que je pense qu'il y a beaucoup de franchises qui l'auraient dégagé depuis un petit moment. Oui. C'est pas le cas des Bills qui vont continuer avec lui. Et comme tu dis, ouais, il va falloir continuer sur ce qui fonctionne bien et entourer bien comme il faut. On se pique, c'est bien. Ça t'aide à refaire un peu. Surtout quand t'as moins 14 millions de cap et que tu vas pas pouvoir flamber sur des acquisitions sur, C'est sur ça. le reste de l'off-season. C'est ça. Objectif pour la saison prochaine, avant d'entamer les Dolphins que j'attends tant. Euh, quel est ton, qu'est-ce que tu vois toi pour les Bills la saison prochaine? Comme j'ai dit, pour moi, les Bills, ils sont aujourd'hui à leur plafond. Euh, Ils sont allés au maximum de leur capacité, je pense, sur cette saison. Pour moi, c'est faire un stage d'équipe à Lourdes et on prie pour pas croiser les Chiefs en playoff et puis voilà. C'est la seule chose à faire parce que s'ils croisent les Chiefs, que ça soit à domicile, à l'extérieur, les Chiefs c'est meilleur. Ils vont croiser les Ravens, il y a de grandes chances. Cette année, ils auraient croisé les Ravens, ça aurait été pareil. Les Ravens c'était meilleur. Donc voilà, ils sont à leur plafond. Euh, Allez, essayer de surperformer sur ce dernier match.
pour s'offrir un Super Bowl, mais ça me semble compliqué. Je suis d'accord avec toi. Moi, je fais une comparaison là dans ce des Bills. J'ai l'impression que c'est un peu comme les Saints d'il y a quelques années. Dans le sens où le coach il bougera pas tant qu'il a pas envie de bouger. T'as un super QB, t'as une bonne défense, tes fusibles ils sont en coordinateur. Si t'as un problème de la défense, c'est le coordinateur défensif qui va dégager. Si t'as un problème en attaque, c'est le coordinateur offensif qui va dégager. Le cap est compliqué à chaque fois. Là, il va falloir encore refaire des transactions pour. Là, c'est que moins 14, hein. Et encore parce qu'il y a déjà des joueurs qui ont été cut. Je pense que c'était beaucoup plus haut avant. J'ai pas le Moins chiffre. 55. C'était moins 55. Ouais. 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 Bah ça correspond bien alors aux Saints. Et t'as besoin de faire un all-in quasiment chaque année. Ouais. Enfin, en gros, si tu gagnes pas, c'est un échec. J'ai l'impression que c'est un peu comme les Saints. Seule différence, c'est que les Saints, eux, au moins, ils ont gagné le Super Bowl à un moment, parce que les Bills n'ont pas encore fait. C'est ça. Mais sinon, j'ai l'impression, voilà, que t'as un héritage d'une équipe qui a tenté de gagner le Super Bowl. La fenêtre, pour moi, elle est presque fermée. Là, elle est entrouverte quand tu ouvres très vite fait la fenêtre là et que tu peux pas trop l'ouvrir plus. Tu peux la fermer en poussant, mais voilà, quoi. C'est entrouvert, il y a un peu d'air qui passe, mais voilà. Tu sens que si t'as un incendie, tu peux pas trop en sortir. C'est ça. Compliqué pour ces Bills. Je pense qu'on a fait le tour sur sur nos buffles de Buffalo, sur les Bills de Buffalo d'ailleurs. Et on va passer du coup aux Dolphins, qui eux aussi ont fait un bilan de 11-6 dans des conditions totalement différentes, je trouve, aux, aux Bills. Mais il y a C'est vraiment une toujours ce dynamique inversée. sentiment, mais il y a ce sentiment d'inachevé chez les deux équipes. Il y a ce sentiment d'inachevé, mais vraiment, c'est vraiment l'inverse des Bills. Pour moi, les Bills, ça a été cette année l'équipe de l'abnégation et de dire on va arracher quelque chose à la fin, alors que les Dolphins, ça a été l'inverse, quoi. Ça démarre en fanfare, un début de saison impressionnante, un départ ultra canon. On a des matchs hyper spectaculaires avec contre Denver, etc., où c'est une orgie offensive. Et puis, ben je sais pas qu'est-ce qui se passe derrière, ça s'enraye un peu, la mécanique prend plus, les défenses s'adaptent aussi. Euh, Peut-être qu'ils se sont vus trop beaux, je sais pas vraiment, ça tant qu'on n'est pas à l'intérieur d'un groupe, c'est compliqué de sentir ces dynamiques de saison là, mais ouais, ben ces 5 derniers matchs, 6 derniers matchs, eh ben ils sont pas bons quoi du côté des Dolphins, alors que c'était largement la meilleure équipe en début de saison. Totalement, totalement. Mais après, voilà, c'est comment dire, j'ai pas le mot. Bref, ça fait faire gaffe aux équipes qu'ils ont affrontées. Le début de saison était bon, les équipes elles étaient nulles. Les équipes qui sont affrontées en début de saison. Dès que le niveau en face est bon, il y a vraiment plus personne. En fin de saison, on y croit avec la victoire contre les Cowboys. Mais au final, il se passe plus rien derrière. Une grosse défaite contre les Ravens, une défaite contre les Bills, une grosse défaite contre les Chiefs en playoff. C'est vrai que ce début de Compliqué. saison est un petit peu en trompe-l'œil parce que en réalité, les Dolphins, si on regarde, ils ont gagné qu'un seul match contre une équipe de playoff. C'est contre les Cowboys. Toutes les autres équipes qui ont été en playoff sur la saison, eh bien, ils les ont perdus. Donc, ouais, ils ont un petit peu été, comme on dit, fort avec les faibles, faibles avec les forts. Mais c'est un petit peu ça, quoi. Et surtout au niveau de la défense, c'est vraiment la défense qui a pêché sur ces grosses équipes en face, quoi. Ouais, à différents moments de la saison, donc c'est même pas une question de à tel moment ça il y a eu un trou d'air, puisque quand ça jouait des équipes faibles, ça fonctionnait, quand ça jouait des équipes fortes, ça fonctionnait. Et au final, le match qui est peut-être le plus frustrant dans cette saison, c'est la défaite contre les Titans, parce que si tu gagnes ce match contre les Titans en fin de saison, après il restait des matchs derrière, notamment le match des Cowboys, je crois qu'il restait encore à ce moment-là. Mm. Mais si tu gagnes le match des Cowboys, t'es en 12-5, et à ce moment-là, t'es deuxième de la conf. Et là, c'est une autre affaire, parce que tu vas jouer les Steelers chez toi, au lieu d'aller dans du moins 25 des Chiefs, pour perdre 26-7. Tu joues dans des meilleures conditions et t'accueilles quelqu'un. T'es chez toi quasi tout le long jusqu'à temps de jouer éventuellement les Ravens, mais sinon t'es chez toi tout le long. C'est,
Ouais, c'est bizarre. C'est Ce bizarre. match, je t'envie pas du tout, du tout, du tout. Je n'envie absolument pas les fans des Dolphins cette année. Parce que ce dernier match contre les Chiefs, euh, tu finis le match et tu te dis, mais en fait, les mecs, ils ont jamais joué. Ils ont pas joué le match. C'est, je n'arrive pas à comprendre comment la défense a pu autant rentrer dans la tête de Tua, comment il a pu autant passer à côté. Enfin, mais il y avait rien, rien. À la fin du match, on se dit, c'est rien passé. Voilà, les Chiefs sont passés, les Chiefs ont gagné, mais il ne s'est rien passé du match. C'est catastrophique. Et c'était cata. On aurait dit que c'était une équipe qui faisait les playoffs tous les ans et qui là se dit oula là là, j'ai pas envie de me faire amputer le bras si je me prends un tacle là sur cette pelouse gelée. Donc Mm. tranquille, on était là l'année dernière, on reviendra la saison prochaine. Oui, c'est pas Ils grave, reviendront, quoi. ouais, ils reviendront sûrement la saison prochaine, mais et encore, on verra. Euh, mais ouais, c'est assez étonnant. Et pourtant, offensivement, c'était génial. À les regarder jouer, c'était cool. Et tu savais que dès que tu perdais la balle, tu t'allais te faire défoncer, quoi. T'avais l'impression de regarder une équipe de foot qui gagne 7-6 tous ses matchs. Ça n'existe pas, ça. Enfin, c'est pas soutenable à un moment. Si chaque tir que Mm. tu te prends un but, ça marche pas. Et là, c'est pareil. Si à chaque fois que l'équipe adverse a le ballon, tu, tu sues, t'as les genoux qui tremblent et t'es pas très très bien, ça sent pas bon. C'est vrai. On peut faire un petit tour sur les joueurs ou en tout cas sur les différentes personnalités de cet effectif. Vas-y, Si tu vas-y. devais tirer un bon joueur de cette équipe sur cette saison, Allez, un tu bon le sentirais joueur. qui? On va pas se mentir, ils ont le joueur le moins défendable de la ligue. Ils ont Tyreek Hill, qui fait quand même encore une saison au niveau statistique qui est incroyable. Il fait 1700 yards, je crois, à la réception. Le mec n'est pas défendable. Quand il a envie de jouer, quand il est dans le truc, vous pouvez mettre qui vous voulez, vous pouvez lui mettre une double couverture, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il attrapera la balle. Il attrapera la balle et puis en plus il gagne des yards après réception, c'est assez incroyable. Et le seul petit bémol, c'est il fait quand même 14 drops sur la saison, Pour un. euh, dont un très préjudiciable. Est-ce que c'est pas pour ça que les Chiefs l'ont laissé partir? On saura pas, mais c'est ce qui l'empêche d'être, je pense, l'offensive player of the year. Bon, il le donne à McCaffrey, il me semble, cette année. Mais voilà, il y a ce petit truc qui manque, mais par contre, il fait quand même une saison incroyable et tu ne peux que t'appuyer sur lui sur les saisons qui arrivent encore. Totalement. Totalement. Le mec est indéfendable. On a vu quand il était pas là. Waddle, c'est quand même un super joueur, mais quand il est pas là, c'est plus la même chose. Euh, je vais pas comparer ça à Antonio Brown et Juju Smith-Schuster, mais Waddle, c'est vraiment bien quand il joue contre le cornerback 2. Et on verra quand s'il doit jouer contre le 1 de manière régulière ce que ça donnera. Je pense que ça donnera quelque chose de bien, mais pas aussi bon que quand il est en 2. Et ouais, même tout le monde est moins bon quand quand il y a plus Tyreek. Tellement indéfendable. Pourtant, tu sais que tu peux pas défendre sur lui, mais tu mets quand même tous tes efforts pour essayer de le contenir. Et c'est assez compliqué parce que ouais, voilà, tout le monde va vite dans cette équipe. Que ce soit Tyreek, que ce soit Waddle, que ce soit Devon Achane, le rookie, que ce soit Raheem Mostert aussi qui fait une super saison. Ouais, C'est vrai que on est vraiment sur l'équipe la plus verticale de la ligue, ouais, quoi. De la vitesse dans tous les sens. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point quand un joueur comme Tyreek Hill vient à manquer, euh, la défense en face est dans un confort ça n'a rien à voir. Tyreek Hill, oui, on va lui mettre une double couverture, on va lui astreindre le meilleur cornerback. Donc forcément, s'il n'est pas là directement, un joueur comme Waddle, eh bien, il va voir sa production énormément descendre. On va venir pouvoir aussi renforcer la boîte parce que c'est la grosse différence par rapport à la saison dernière chez les Dolphins, c'est qu'ils ont enfin un jeu au sol performant et un jeu au sol doublement performant parce qu'ils ont Mostert qui fait une belle saison malgré la blessure et Devon Achane qui fait une saison aussi canon. Donc c'est la grosse différence. Mais oui, quand il n'y a pas un joueur comme Tyreek Hill, ça met tout le monde dans le confort en face. Donc forcément, c'est le meilleur joueur de cette équipe et peut-être le meilleur receveur de la ligue. ouais, t'as raison, t'as raison.
Moi j'avais Tyreek, mais j'avais aussi du coup un autre joueur au cas où tu l'utilises. Moins dans l'explosivité et dans l'évidence. Je voulais juste souligner un tout petit peu de ce que faisait Bradley Chubb en défense, dans une défense qui a eu beaucoup de mal. Je trouvais Bradley Chubb c'était un de ceux qui fonctionnait bien. Il fait tranquillement 11 sacs, 73 sacs. 73 sacs, c'est pas énorme sur une saison, mais je trouve que dans une c'est pas mal quoi. Et mais 11 sacs c'est quand même assez bon. Le leader je crois est à une vingtaine environ. Mais quand t'es tout seul dans une ligne défensive quasiment c'est compliqué de faire les actions tout seul. C'est ça. Et je trouve que voilà cet investissement en Bradley Chubb en soi en Bradley Chubb et en Tyreek, quand tu sais pas bien drafter mais que t'arrives à faire des bons trades, bah c'est cool et tu peux bien avancer. Tu peux bien avancer. Donc, donc voilà, je voulais juste parler un peu de Bradley Chubb et je vais faire une transition rapidement sur le joueur moi de mon côté. Je vais rester côté défensif et je vais parler de Xavier Howard. Xavier Howard qui a été pendant quelques années peut-être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur corner de la ligue. Une année, je crois, il fait 10 interceptions ou 12 interceptions, enfin un montant monstrueux. Et cette année, on en attendait énormément avec le trade pour aller chercher Jalen Ramsey. Alors Jalen Ramsey s'est blessé en début de saison. Du coup, il a dû être tout seul pendant un moment. Alors tout seul, c'est relatif, hein, mais presque tout seul pendant un bon moment. Et ça a absolument rien fait. Ça a été très dur. Il a fait un bon duo avec Ramsey, mais est-ce que c'est pas Ramsey qui a un peu essayé de tirer Xavier Howard vers le haut? Je sais pas. En tout cas, il a été cut, donc il va aller faire ses valises dans une autre franchise. Je pense qu'il fera du bien dans une autre franchise, qui voudra lui donner beaucoup d'argent. Je n'ai pas du tout l'idée de où. Mais voilà, c'est décevant que la carrière de Xavier Howard aux Dolphins se termine de cette manière. Mais la défense, d'une manière générale, a déçu. Et moi, ce qui m'a le plus déçu, on avait dit un joueur, mais là, tant pis, je vais aller taper sur un coordinateur. Mais ce qu'a fait Vic Fangio avec les Dolphins, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas qu'est-ce qui a pu se dire. Mais je trouve qu'on est presque à la limite du manque de respect. Le mec va faire la fin de saison avec les Eagles l'année précédente. Il va donner un coup de main en tant que consultant, on va dire, sur la défense. Il vient aux Dolphins. Il se passe rien. Des joueurs régressent même parce que à part Bradley Chubb, je n'ai vu personne progresser dans cette défense. Il y a Javon Holland qui a progressé un petit peu, mais il s'est pété. Donc derrière, voilà, qu'est venu faire ce monsieur en Floride, je ne sais pas. Golf. Ouais, du golf sûrement, j'en sais rien. Pourtant, j'avais beaucoup j'étais vraiment hypé par ce choix-là, de dire voilà, ben ils savent qu'il y a un besoin, ils savent qu'il y a le front office a identifié ce problème. On va prendre peut-être un des meilleurs coordinateurs défensifs pour pallier à ce problème-là. Et malgré ça, le mec ne fait rien. Et puis il part et il signe derrière chez les Eagles. Ouais, on dirait il est venu faire sa pige tranquille et repartir. Donc non, très déçu, très déçu. Il n'y a pas de place tout de suite chez nous. Va faire un tour aux Dolphins et revient l'année prochaine. Ouais, c'était Ça un peu faisait un peu ça. ça. Après, voilà, les joueurs visiblement ont vite lâché Fangio, les joueurs défensifs. Mais bon, moi ça me fascine un petit peu cette gestion où c'est bien de donner du pouvoir aux joueurs, mais il y a un moment quand tu prends un coach expérimenté comme Fangio et que ton problème c'est la défense, c'est bien de l'écouter un petit peu, je trouve. Mais Logiquement, oui. Logiquement, oui. avec Mike Daniel, ça a l'air d'être un pote des joueurs plus que d'être un coach. Ça fonctionne, hein, ça fonctionne un petit peu. Est-ce que ça fonctionnera sur le long terme? Je sais pas, mais en tout cas, offensivement, ça fonctionne. Petit plan sur l'intersaison. Le cap space, c'est le pire de la ligue. Ils sont à moins 23 millions aujourd'hui, même après avoir cut Xavier Howard. Alors avant, je sais pas à combien c'était, mais encore une fois, hein, c'est catastrophique. Le pire, c'est qu'ils ont pas du tout de marge de manœuvre au niveau des cuts actuellement. Donc, il va falloir restructurer beaucoup de contrats, ce qui va te mettre dans la panade pour les années à venir, parce que tu as de la restructuration dans tous les sens. Est-ce que tu peux trade quelqu'un? J'ai pas vu de joueur comme ça qui me venait en tête où ça pouvait être trade. En plus de ça, tu as une préparation de prolongation pour Tua Tagovailoa à préparer, enfin à faire. Oui. Avec quel argent? Je sais Ça me pas. paraît un peu compliqué.
Et alors, on va appuyer dessus. On a 2 free agents en défense qui sont Wilkins et Van Ginkel, qui sont peut-être les 2 des 3 plus performants sur ce front seven avec Bradley Chubb. Comment les prolonger, je ne sais pas. Il y a un gros chantier au niveau notamment du front seven des Dolphins. Ça va être compliqué et là pour le coup, on a beau s'appeler le front office, j'ai pas les compétences pour leur donner des conseils là-dessus parce que je ne vois pas comment s'en sortir si ce n'est aller chercher des joueurs à la draft, essayer d'avoir le plus de joueurs NFL ready possible. Mais ouais, je ne sais pas comment ils peuvent résoudre ce problème-là. C'est très compliqué. En plus, on a parlé des 11 picks comment dire, des Bills là tout à l'heure. Là, ils en ont 6. Ils ont le 1, le 2, le 5, le 6, le 6 et un 7. Ils ont pas de 3, ils ont pas de 4. Dans une draft où j'entends parler que c'est beaucoup, il y a beaucoup de receveurs, il y a beaucoup d'offensive linemen, mais j'entends pas beaucoup parler de côté défensif. Donc même si t'as des pics, qu'est-ce que t'en fais? J'en sais rien. Je pense qu'à la fin de la draft, tu vas pouvoir récupérer des joueurs, mais est-ce que ça peut te donner un impact dès le début? J'en sais rien. On parlait du coup de Tua, avec quel argent tu le prolonges? J'en sais rien. Si tu piques, je sais pas en combien, tu dois piquer aux alentours de 21, 22. C'est toujours la question, si Jérôme était là, il dirait, s'il y a un QB qui tombe, est-ce qu'il faut le prendre? C'est toujours le truc. Je pense pas. Mais il y a un moment où, si t'as pas, tu vas t'hypothéquer ton avenir si tu files 50 millions à Tua dans la situation financière actuelle de la franchise, je pense. Dans la situation actuelle de la franchise au niveau financier et avec il y a quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Tua en permanence, quoi. Le mec a fait des commotions sur commotions. Cette année, je touche du bois pour lui, il est passé à travers les gouttes et puis on voit qu'il a travaillé, on voit qu'il a progressé quand on le voit chuter, etc. On voit que sa technique de chute a très largement été travaillée, mais on n'est pas à l'abri dans une ligue comme ça où les chocs sont très importants. Ben, ça peut être fait de carrière à n'importe quel moment. Donc donner de l'argent à Tua, déjà quel argent, et puis qu'est-ce que tu peux lui garantir parce que aujourd'hui les joueurs demandent tous des contrats garantis, on les comprend, hein. On ferait tous pareil, j'imagine, mais c'est très compliqué de garantir de l'argent à Tua, surtout quand t'en as pas. Et Ouais. surtout à Tua. Ouais, voilà, ça fait beaucoup quand même. T'as pas d'argent, faut le garantir, et à quelqu'un qui est en plus sujet à des blessures, et qui, globalement, ne t'a amené que en playoff. On Oui. parle pas d'un joueur qui t'a amené au Super Bowl, ou qui t'a amené en finale de conférence, ou qui a gagné un match de playoff. Il y a pas de ça encore. Moi, j'aime beaucoup Tua, hein. Je trouve que, enfin, c'est un joueur qui peut te faire, enfin, qui au moins ne te fait pas perdre, c'est déjà bien dans un QB. Est-ce que c'est un joueur à qui tu donnes 50 millions? En soi, je trouve que non. Mais comparé aux autres QB qui existent dans la ligue et aux salaires existants, oui, il les aura, les 50 millions quelque part. Donc, Ouais. Ouais, mais regarde, en vrai, avec le coach qu'ils ont, est-ce que tu mets pas un autre QB et est-ce qu'il fait pas le même taf que tu as? Qu'est-ce ah qu'on lui si, moi je demande pense. d'avoir un bon bras et aujourd'hui tu as un vrai jeu de course qui est en place. Donc ça un petit peu pas n'importe quel QB, j'exagère, mais on va dire qu'un top 15 ça suffirait largement. Oui, tu descends, tu vas chercher un McCarthy à la draft qui était à Michigan euh, qui, euh, qui pourrait faire ce genre de choses-là. On a vu qu'il avait un bon bras et puis il gère très bien le jeu de course. C'est possible, mais tu as besoin d'avoir des joueurs NFL ready sur ton front seven. Et donc, franchement, le choix, j'aimerais pas être à la place enfin si, j'aimerais être à la place du GM de Dolphins en vrai, mais bon, je lui souhaite bien du courage parce qu'il va s'arracher les cheveux, je pense. Je pense aussi. Ça risque d'être un peu compliqué. Objectif pour la saison prochaine, du coup, on en parle un petit peu, mais moi de mon côté, ce serait de dire déjà d'essayer de gagner 2 matchs contre des équipes qui sont en positif ou du moins qui vont faire les playoffs. Euh, c'est compliqué. Ça va sûrement faire les playoffs ou du moins se battre pour les playoffs. Je pense que ça va les faire de manière confortable à peu près, quoi.
mais j'ai Ouais. aucun espoir sur sur le Super Bowl. C'est une équipe qui ne perd pas, mais c'est une équipe qui ne gagne pas. C'est des Titans plus. Tu es dur. Après, c'est l'équipe que tu supportes, donc on aime bien Ouais. se faire du mal, j'ai l'impression, Non mais voilà, on se avec fait du l'équipe mal. qu'on Non mais voilà, supporte. non mais ce que je veux, dans le sens où, voilà, non mais c'est pas non plus le niveau c'est pas le niveau des Titans, mais plus les Titans d'il y a 2, 3 ans où tu sens que ça peut pas gagner. Ça a toutes les armes pour, sauf un truc. Enfin, je saurais pas dire aux Titans ce que c'était à part peut-être un meilleur QB. Là, aux Dolphins, bon, c'est un peu plus poussé, je pense, que un seul truc. C'est une défense, quoi. Enfin, ça fait beaucoup. Mais voilà, j'ai un peu du mal à voir où tu peux aller de manière tranquille, quoi. Ouais. Je suis un petit peu pareil, hein. C'est un petit peu comme les Bills. En fait, cette année, les Dolphins, ils sont à leur place, quoi. Ils peuvent pas espérer beaucoup mieux. Si, comme tu dis, à part gagner ces matchs en saison régulière, qui leur permettrait aussi de prendre de l'expérience, qui leur permettrait aussi d'engranger de la confiance. Parce qu'on va pas se mentir, quand toute la saison tu prends des fessées comme des grosses équipes, quand tu arrives en playoff, eh ben t'as peur et tu les gagnes pas non plus. Il faut commencer par les gagner en saison régulière pour espérer les gagner en playoff. Ça va pas tomber tout cuit, donc effectivement, ouais, gagner en régularité et aller chercher ces gros matchs. Ouais, ça me semble pas mal. Je pense qu'on a fini sur les Dolphins. On va pouvoir avancer avec deux équipes qui du coup n'ont pas fait les playoffs. Et là, on va commencer avec les New York Jets, 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 qui ont fini en 7-10. Voilà, moi ce que j'ai noté sur la dynamique de la saison, c'est saison niquée dès qu'Aaron Rodgers s'est blessé. Et j'ai pas été beaucoup plus loin que ça sur le résumé de cette saison pour les Jets, qui vraiment ont pas eu du tout de chance. Même quand ils investissent sur un top QB, ils font rien avec. Alors moi j'ai noté très bon Hard Knocks, belle intersaison et 7 snaps. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, dans notre objectif d'analyser la saison pour en tirer des enseignements sur la saison prochaine, Rien tiré. t'as rien à tirer pour moi. Et au final, t'as quelques joueurs qui peuvent, enfin voilà, ça va être assez rapide. Moi, je pense on peut entamer direct la partie joueurs parce que tirer de cette saison des Jets, c'est même pas comme les Panthers qui ont fait 2, 3 victoires. Mais au moins eux, ils ont leur équipe qui est faite, ils ont leur coach je crois qu'il s'est fait virer d'ailleurs. Mais ils ont le QB a fait toute la saison au moins. Et c'était ça le plan, c'était qu'ils grandissent, etc. Là, les Jets, Oui. rien qui a bien fonctionné. Rien du tout, rien du tout. En fait, rien n'a fonctionné comme on l'attendait. Parce Ouais, voilà, que moi, exactement. c'était une des équipes qui me hypait le plus. Moi, j'aime bien Aaron Rodgers, c'est un joueur que j'apprécie. Il commençait vraiment à me saouler aux Packers, donc j'étais content qu'il aille ailleurs pour qu'on puisse voir. Il fait partie de ces joueurs, je pense, où il avait besoin d'aller prouver ailleurs pour continuer, sinon il prendrait sa retraite. Donc je suis content qu'il continue. Mais ouais, ça s'arrête de suite, quoi. Quelle déception. On était là, premier match de la saison contre les Bills. C'était pas le match d'ouverture, je crois. Le match d'ouverture, c'est Détroit Chiefs. Mais c'est Ouais. le premier week-end, quoi. On est à fond. Et là, en fait, t'as C'est le pas le temps premier, d'ouvrir ta bière que le match, il est fini. je crois que c'est le premier Monday Night. Ouais. Euh, Oui, je crois ou que c'est Sunday ça, ouais. Night. Enfin, c'est l'un des deux et tu te dis, ah ok. Ah bah en fait, il y aura pas Rodgers. Moi Il y a, je suis content. J'étais pas réveillé. Je m'étais dit, je regarderai ça là le mardi matin tranquille. Je me fais le condensé et ce sera cool. Cette snap. 7 snaps. Et par contre, ils vont gagner. C'est ça qui est, C'est ça qui est fou. Ouais, c'est c'est qu'il fou. suffit qu'il ait foulé la pelouse pour gagner contre les Bills, parce que c'était pas rien, c'était quand même les Bills en face, et ils gagnent. Mais ouais, voilà, et après il se passe rien. Zach Wilson, merci beaucoup, mais voilà, c'est terminé pour lui. Euh, Il y a une défense, et en fait, les joueurs qui devaient être là ont été là. Ça a confirmé que Garrett Wilson est un grand receveur. Ça a confirmé que Brice Hall est le coureur du futur. D'ailleurs, ils sont allés couper Dalvin Cook, donc c'est bien que c'est le cas. Malgré sa blessure, il est revenu et puis il est énorme.
Ça confirme qu'ils ont un front seven énorme. Avec moi, mon joueur, Quinnen Williams, qui fait une saison, voilà, c'est le leader de cette défense. Euh, il est très bon, mais même la défense à la fin en a marre et elle craque quoi. J'ai l'impression au bout d'un moment qu'ils allaient emplâtrer Wilson ou le QB quand à la fin là quand il changeait en permanence. Je pensais que voilà, la défense ça devait pas bien se passer à l'entraînement. Donc, clairement, ils devaient dire au mec on n'en peut plus. Ouais, totalement. Bah toi, du coup, t'as parlé de Quinnen Williams. Moi, je vais parler de Quincy, qui, je trouve, a fait une super saison aussi. Il est à 139 tacles, 2 force fumble. Enfin, les deux Williams ont été vraiment très très bons côté défensif. Et enfin, il y en a d'autres côté défensif, mais si les Jets finissent en 7-10, c'est pas grâce à leur attaque, c'est clairement grâce à leur défense. Et ils se sont, voilà, on le savait hein, que les Jets ils étaient un top QB de potentiellement aller, de au moins gagner un match de playoff, je dirais. Oui. Donc la défense, elle était toujours là. Bon après, il y a un moment où tu lâches hein, quand tu sais que ton attaque elle fait plus rien. Je pense que tu donnes pas autant que ce que tu pourrais donner quand t'as une bonne attaque. Puis même c'est énormément beaucoup plus fatigant de jouer en défense. On le voit, hein, la OL offensive, euh, la ligne offensive fait les matchs en entier. Sur le front seven, les mecs ça tourne, ils vont faire entre 60 et 70% des snaps pour les meilleurs. Alors que un centre, un garde ou un offensive tackle, il fait 100% des snaps en fait sur la saison s'il n'est pas blessé. Ça demande énormément d'énergie, ça demande énormément de concentration, c'est de l'adaptation en permanence. Donc Ah, c'est de la réactivité. ouais, c'est de la réactivité et c'est impossible pour les mecs de pouvoir être sur le terrain 80% du temps et voir que ton QB il fait n'importe quoi parce que clairement le mec faisait. Ouais, totalement d'accord. Et on a sorti deux très bons joueurs, sans parler de Sauce Garner en plus en défense. Hein. Ouais, ouais, totalement. Hein, lui, pareil, hein, c'est pas dans les stats, c'est dans le. Ah, il y a Garner, je lance de l'autre côté. Et c'est des stats qui sont invisibles pour des cornerbacks qui sont très bons. C'est pas des interceptions, c'est pas des passes défendues, c'est juste. En fait, je lance même pas la balle là-bas parce que j'ai trop peur de me faire intercepter. Il éteint complètement. Ouais. Et peu importe qui shadow, il est. Voilà. Et le mec est trop fort, il n'a pas été chopé dans le top 5 pour rien. Et il le prouve, je trouve, bah, en saison rookie, il l'a prouvé, en saison sophomore, il l'a aussi prouvé. Donc, bravo à lui. Clairement, il confirme. Du coup, toi, ton bon joueur, c'était Quinnen? Oui. Ok. Ton mauvais joueur? Enfin, ton joueur qui t'a déçu? Alors, j'en prends un parce qu'il faut en mettre un et c'est pas très fair play parce qu'en plus il est un petit peu blessé. Mais bon, Mickey Beckton, mais plus globalement la O-line des Jets. 64 sacs sur la saison. Je sais pas si on se rend compte, mais en gros, le QB des Jets a pris à peu près 6500 kilos de viande sur la tête pendant la saison. S'il a faim, tant mieux. Ouais, non, mais c'est juste. Au barbecue. Ouais, voilà, là il faut aimer le barbecue. Non, c'est juste n'importe quoi. 64 sacs concédés, c'est même Rodgers en forme ne peut pas tenir 60 sacs dans la saison. Donc on le verra après, mais c'est vraiment le point à aller chercher quoi, parce que c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et on le savait en plus au début de la saison, même quand il y avait Rodgers, hein, on se disait oula, Rodgers c'est bien, mais la ligne attention quoi, faut à Green Bay il avait une bonne ligne dans mes souvenirs, hein, c'était pas du tout ça le problème. Et là il allait retrouver les Jets qui il manquait un QB oui parce qu'aussi la ligne était catastrophique et que le QB pouvait pas nécessairement lancer. Wilson n'a pas eu je pense pas qu'il aurait fait une carrière incroyable, mais je pense pas qu'il ait été nécessairement aidé en début de carrière par les différents choix de ligne offensive. Moi de mon côté, bon, moi de mon côté rapidement, hein, mais j'ai mis, mais je trouve que c'est pas juste pour lui. Mais c'est Alan Lazard. Je trouve que moi j'en attendais un peu, mais après voilà, il y avait pas Rodgers, donc c'est compliqué. Mais je me dis, t'as un mec d'expérience quand même qui peut peut-être t'aider sur ton rookie, enfin peut-être pas rookie, mais sur tes différents QB qui n'ont pas été au top du top. Le voir un peu dans un environnement autre, parce qu'on le voyait que avec Rodgers. Je voulais voir ce qu'il valait du coup, soit dans une autre équipe, soit avec un autre QB. J'ai eu droit aux deux, un peu déçu.
mais on verra l'année prochaine. Ouais. Il y a quelque chose, moi, qui m'a énormément surpris, c'est de voir Rodgers se plaindre chaque année qu'il n'avait pas de receveur à Green Bay, alors qu'il avait quand même Davante Adams, Adams. qui était un des meilleurs receveurs. Il part de Green Bay, qu'est-ce qu'il fait? Il demande Ellen Lazare et Randall Cobb. Mec. Et Adams aussi limite, quoi. Donc, Et Adams, limite, ouais. Ah, donc, pourquoi tu te plaignais? Enfin, j'arrive pas bien à comprendre ça, mais oui, Lazard est décevant. Ils ont Garrett Wilson, qui est un top receveur, je pense. ouais. Qui est aussi sur sa saison sophomore. Ils ont 3 top sophomores, quoi, entre Sauce Gardner, Brissy Hall, Garrett Wilson. Ouais, t'as sécurisé 3 postes premium. Bon, même si running back c'est plus tant premium que ça, mais t'as sécurisé 3 postes pour pas mal d'années. Donc ouais, Après, vraiment. si t'as un bon running back, ça aide. Hein. Parce que ça donne envie de le protéger, ça donne envie de plus de choses, quoi. Donc, Non, je parle position premium à la draft, quoi. Les running backs, c'est ouais. plus de mon côté que ça. Et puis on le voit cette année, c'est putain une position premium. Ils re-signent pas les mecs, ils sont tous free agent. On voit Saquon Barkley qui est free agent, on voit Josh Jacob free agent, on voit Tony Pollard free agent. Donc ça veut bien dire qu'on se dit, on le voit avec Pacheco chez les Chiefs, ouais, 5-6e tour, t'arrives à aller chercher des mecs qui font très largement le taf. Et avec un Même quand c'est comité pas de couleur drafté, hein. encore plus. Même quand c'est pas drafté, on avait vu James Robinson, là, il y a quelques Oui. années. On avait vu, on voit Austin Eckler qui fait toujours du bon boulot en tant que non drafté. Effectivement. Et puis c'est surtout, en fait, une fois que t'as l'opportunité de montrer ce que tu peux faire, la balle, tu l'as dans la main déjà, donc t'as pas à l'attraper quand, si si t'as un problème en particulier, tu peux, je trouve, plus facilement faire avec quand t'es running back que quand t'es receveur. Quand t'es receveur, si t'as pas la confiance du capital de draft, etc., t'es un peu moins sur le terrain, on va un peu moins te faire la balle quand t'es là. Donc un peu compliqué. Plan pour l'intersaison. Leur cap space aujourd'hui de 20 millions. On a déjà parlé un peu de leurs besoins en ligne offensive. Ligne offensive, ligne offensive, un bon kiné pour Aaron Rodgers et c'est parti. Ouais. Et pourquoi pas, si on est fou, un autre receveur, parce que voilà, Wilson est un peu, je dirais pas qu'il est tout seul, mais on verra ce que Lazard peut donner. Euh, et pourquoi pas aller chercher Davante Adams? C'est toujours la question, hein, à 1 million pour Adams. Bon, il y a Adams, il y a T. Higgins qui a demandé à être tradé au moment où l'épisode est enregistré. Calvin Ridley est free agent, et visiblement il signera pas aux Jaguars. Il y a des bons receveurs qui sont disponibles t'as toujours à la draft, hein, t'as toujours du choix de toute manière, mais même en receveur confirmé, où tu peux éventuellement aller chercher quelque chose. De toute manière, Aaron Rodgers, il en a pour 1 ou 2 ans, je pense, notamment avec sa blessure au tendon d'Achille. Donc je pense que là, le plus de joueurs confirmés tu peux aller chercher, le mieux c'est. Clairement, la chance qu'ils ont, c'est que ils ont un petit peu de cap et puis ils ont en fait les deux besoins qu'ils ont, c'est la plus grosse QV draft dessus. Je suis pas du tout spécialiste de draft ou quoi, je lis un petit peu à droite à gauche ce qui se dit et on entend parler de très bons receveurs et on entend parler de très bons joueurs de ligne offensive. Donc aller chercher avec une QV en plus qui est assez profonde, voilà, renforcer ces deux postes, aller chercher un tackle plus expérimenté pour vraiment sécuriser la chose, prendre un bon joueur, un Joe Alt ou quelque chose comme ça avec son premier choix de draft qu'on va pouvoir peut-être repositionner au poste de guard dans un premier temps ou directement le mettre au tackle, là-dessus il y aura pas de souci. Mais ouais non vraiment la chance qu'ils ont c'est que ils peuvent adresser ces deux besoins via la draft et via la free agency et il y a du monde à la draft et à la free agency donc tant mieux. C'est ça. Et comment dire, j'avais lu, c'est Phil Yates, l'analyste d'ESPN, qui avait fait un board un peu rapidement, qui est plus spécialiste NFL que NCAA, mais qui avait dit en gros là sur mon top 60, je dois avoir 50 receveurs et tackle. Et sur juste le talent pur. En fait, t'as des QB à côté et 50, peut-être pas un peu moins, j'ai plus le nombre exact, mais en gros sur 60, t'avais peut-être 40, mais entre 40 et 50 où c'était des tackles et des receveurs. Donc, comme tu dis, c'est extrêmement profond et ouais, c'est parfait pour les Jets, quoi. C'est pile leurs besoins, comme tu dis. Après je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y avait un premier tour
hypothétique avec Green Bay dans l'échange avec Aaron Rodgers, mais c'était en fonction des snaps joués. Donc si c'était moins de 7, du coup, je pense qu'ils l'ont pas. Donc Ouais. il y a ça. Et Ils ont le 10. Ils ont le, attends. Hop, oui, c'est ça. Ils ont le pick numéro 10. bon, numéro 10 là, ils vont chercher. Voilà. Ensuite, ils ont leur troisième tour. Ils ont deux quatrièmes, deux sixièmes, deux septièmes. Donc au moins, ils ont le 10e pick. Au choix, soit aller chercher un Calvin Ridley en receveur, et puis comme j'ai dit, tu prends un Joe Alt ou je crois que c'est Fasano, le deuxième gros tackle. Voilà, tu vas chercher un de ces deux joueurs-là et tu adresses ton besoin de profondeur au niveau du wide receiver, et puis ça va le faire. Là, quand je regarde sur une mock draft de Tankaton, il leur donne le troisième tackle, parce qu'il donne Joe Alt aux Chargers, il donne Olu Fashanu aux Titans, et ensuite il reste Taliese Fuaga, qui pourra arriver là. Il y a du monde. Il y a du beau monde en tackle, et tu peux les avoir bas, mais ils ont pas, du coup, leur pick, du deuxième tour, ce qui aurait pu leur servir, mais ils l'ont Oui. pas. Anticipation pour la saison prochaine, je sais pas ce que t'en penses. De mon côté, c'est on prend les mêmes et on recommence à peu près. Et on a vu les autres problèmes et on donne à peu près les mêmes objectifs que la saison dernière, quoi. Playoff et plus si affinité. Exactement. Tout à fait d'accord. Voilà. Bon, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ces Jets? Non, c'est tout. Ouais, c'est la même saison qui va se reproduire. La seule différence, c'est que on a un Aaron Rodgers qui aura un tendon d'Achille bionique remis sur pied, on sait pas comment, en peu de À temps. l'ayahuasca. Ouais, voilà. Je sais pas si aujourd'hui ça va tenir, mais dans quelles conditions un joueur de 36 ans peut se remettre de ça, etc. 36, non, Rodgers, c'est plus vieux, non? Il a 40 ans, je crois. Ouais, non, il est plus vieux. Je sais pas pourquoi j'avais 36 en tête, mais il est bien plus vieux. Ouais, comment un joueur de cet âge-là va réussir à se remettre de cette blessure? Mais sinon, Il aura globalement, ben, 41 ans. Il aura 41 ans en décembre. voilà. Comment le corps encaisse ça, je sais pas. Les mecs, c'est quand même des machines. Et là, au niveau prépa physique, etc., on est à des niveaux qui sont même impensables pour le commun des mortels. Hein. Mais comment tu te remets de ça, je sais pas. Comment tu anticipes cette saison là-dessus, je ne sais pas non plus. Mais oui, on prend les mêmes et puis on croise les doigts pour que ça tienne plus de cette main. Ça va être compliqué de tenir moins, je pense. Mais C'est jamais, c'est les Jets quand même. Donc. c'est les Jets, c'est vrai. Une bonne franchise de la loose, c'est Jets. Et on fait coucou à nos potes des New York Jets France, avec Tonton Latrell notamment, qui écoute pas mal de podcasts. Donc salut à vous les fans des Jets. On va terminer ces bilans avec les New England Patriots, qui ont fait une saison poubelle, en quelque sorte. Eux, c'était un peu, c'était pas voulu nécessairement, mais c'était dans le champ des possibles. Une saison en 4-13, avec, comme j'ai noté moi pour moi, l'objectif de savoir ce que t'avais en Mac Jones. Pour moi, c'était l'objectif de la saison. Tu prends Bill O'Brien histoire d'avoir un coordinateur offensif qui sait attaquer la balle et pas avoir du Matt Patricia en offensive coordinator qui est un defensive coordinator que t'as mis en attaque parce que fallait le mettre quelque part. Et voilà quoi. Mac Jones, j'aurai le temps d'en parler plus tard. Spoiler, hein, mais il sera pas nécessairement le joueur qui m'a surpris en positif. Ah, je l'avais Et moi. ouais, bon, voilà. Mais voilà, il a été tradé là récemment contre un 6e tour pour aller faire backup du côté des Jaguars. Voilà, compliqué pas grand chose quoi sur cette saison des Patriots. Ouais, ici, il y a un élément quand même, c'est par rapport Bill Belichick, c'était quand même J'allais le en parler pour la saison prochaine, mais effectivement, t'as raison, c'est aussi c'est un point quand même majeur, effectivement. ouais, c'est la fin de Bill Belichick et du coup de cette dynastie qu'a connu les Patriots. Ça a été vraiment une lente agonie quoi. Franchement, ils m'ont fait de la peine toute la saison. C'était compliqué. C'était très 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 compliqué. Euh, Franchement, les fans, c'est une horreur. Ils passent de la plus grande dynastie à 2 matchs où ils font 0 points.
C'est la fin d'une ère, voilà. En vrai, comme je l'ai dit au tout début, cette division-là, je voyais presque, bon, les pattes moins, mais quand même, tu disais presque les quatre équipes peuvent être en playoff, quoi. Ouais. Et alors, ils s'écroulent complètement. Il y a rien à en tirer. Si, un petit peu de la défense, on va en parler. Mais c'était très compliqué pour eux. Et ouais, ça fait de la peine de voir Bill Belichick partir dans ces conditions-là. Après, ils ont eu, comme tu dis, ils ont fait une dynastie, ils sont passés ils passent de la dynastie à ça. Voilà, t'es quand même une franchise qui, en 20 ans, a gagné 6 Super Bowls. C'est, c'est cool. Enfin, c'est c'est bien. T'as eu de la chance. Bon, après, je vais pas dire pour tous les fans des Patriots. Attention. Cependant, t'as quand même beaucoup de fans des Patriots qui sont devenus fans dû au fait que ça gagnait, dû au fait de Tom Brady. Donc c'est vrai que quand t'as connu que ça, c'est vrai que c'est Oui, compliqué aujourd'hui. Si t'es comment dire, un habitant de Boston qui a 50 ans et t'as fait toute ton enfance avec les Patriots comme ils étaient, et d'un coup, au moment où tu deviens trentenaire, ça commence à tout gagner, et là tu te dis putain, j'ai un nouveau boulot, j'ai un nouveau si, les Patriots ils gagnent tout. Ouais, la crise de la cinquantaine, elle peut faire mal aujourd'hui, effectivement. Et ouais, c'est la chute, elle est pas finie, je pense. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir retiré Bill Belichick, notamment des opérations plus que du coaching. Mais je pense que mmh, côté GM, hein, parce qu'il part pas uniquement de son poste de coach, de head coach, il part de son poste de defensive coordinator, il part de son poste de GM aussi. Le chien qui draftait également est parti, je pense. Lorsqu'il y avait eu le Covid, là, je sais pas si tu te rappelles. ça, c'est avec le chien qui avait le casque, c'était Ouais, extraordinaire. voilà. C'était vraiment extraordinaire. Ouais, ouais, vraiment. C'est son highlight de l'ère post-Brady, je pense que c'est ça. C'est son chien qui a le casque. Ouais, Donc, ouais. bon, voilà. Bon, effectivement, voilà. Du coup, c'est un peu la fin pour pour Belichick. Je ne vois pas retrouver un poste. J'ai un peu du mal à le C'est voir. quand tu parlais là, mais justement, un coordinateur défensif, il y avait une équipe qui s'était très fortement penchée dessus là. Ok, j'ai pas vu ça passer. Moi, j'avais vu Vrabel qui était bien, parce que du coup, Mike Vrabel non plus, l'ancien coach des Titans, n'est pas en poste. J'avais entendu pour lui des postes de defensive coordinator, mais ouais, Belichick pendant un moment, on en entendait beaucoup parler aux Falcons avant qu'ils Ouais, prennent comme Ryan ça. Morris. Bon, on verra. Ça m'étonnerait pas qu'il fasse de l'intérim la saison prochaine. Un coach viré. Ah, on prend Bill Belichick pour la fin de saison. Pourquoi pas. Oui, c'est possible qu'il soit consultant dans un premier temps et Un peu un rôle à qu'il la fin du jeu, quoi. voilà. Non, Euh, consultant télé surtout. ah, Pour la télé? Ah ouais, ok. télévision. Il y a Ouais, possible une, aussi, ouais. ouais, ouais, il y a comment ça s'appelle, une chaîne qui veut l'associer avec le grand coach d'Alabama, qui a pris Nick sa retraite Saban? aussi. Nick Saban? C'est ça. Ok. Ouais. Ouais, ça ferait du bon, ça ferait probablement le plus grand coach de NFL et un des plus grands d'universitaires au même endroit. Ouais, c'est sympathique. Mm. Sympathique. Je te propose de passer côté joueur. Moi, je vais parler de mon joueur qui m'a impressionné cette saison. Côté des Patriots. Moi, c'est Christian Gonzalez. Alors, on l'a pas vu beaucoup. Il s'est blessé assez rapidement. Mm. Mais alors, quand il était là, qu'est-ce qui était fort? Je pense que c'était le meilleur joueur tout court de cette équipe. Défenseur lockdown, tu pouvais pas trop faire grand chose face à lui. Et même quand tu récupérais la balle, tu n'avançais plus derrière. Très fort, très bon choix de draft. Euh, Étonnant parce que quand il tombe à la draft, je m'attends pas à ce que les Patriots le prennent. Parce que les Patriots, normalement, au premier tour, ils prennent un offensive tackle qui est prévu au troisième. Là, ils t'ont pris comment dire, le corner qui était prévu dans le top 10 en 18, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc, ça a super bien marché. Je pense qu'avec Jared Mayo en head coach, ça continuera de bien fonctionner. Quand t'as un mec avec un esprit défensif qui a bien marché, et t'as appris un an sous Belichick, je pense que ça va le faire. Donc voilà, c'est le joueur que je voulais mettre en avant parce qu'on l'a pas forcément vu beaucoup, mais en début de saison, il était très fort. Il va revenir bien pour le début de saison prochaine. Et en tant que fan des Dolphins, je me dis, si je peux éviter d'avoir Gonzalez en face de moi, ça m'arrange. Donc on va l'avoir deux fois. C'est pas grave.
c'est vrai, très beau début de saison pour le rookie qui se blesse malheureusement. Mais comme tu as dit, ouais, il fait vraiment une grosse impression, donc on va le voir pour quelques années normalement s'il revient bien. Yes. De ton côté? Moi, j'ai Christian Barmore, le defensive tackle qui fait 8,5 sacs, donc qui fait une belle saison. C'est le fer de lance de cette équipe au niveau défensif, c'est la star de l'équipe même, on peut le dire, hein, parce qu'il n'y a pas grand monde en attaque. Donc voilà, un joueur sur lequel ils peuvent s'appuyer. On sait que Jérôme Maillot, le nouveau coach, c'était le coach des linebackers, donc il a cet esprit défensif comme tu as dit, et puis il va continuer à s'appuyer. C'est une chance de pouvoir s'appuyer sur ce genre de joueur. Totalement, totalement. Et pour le coup, leader sur le terrain et en dehors, quoi. Ouais, exactement. Et puis super joueur qui est encore dans son contrat rookie, qui coûte pas énormément, qui va être leader. Par contre, lui, il va falloir le prolonger. Je crois que c'est à la fin de l'année prochaine. Il va pouvoir, je pense qu'il va signer un beau contrat. Et tant mieux pour lui parce qu'effectivement, t'as raison. On pense pas forcément à des tackles en tant que star d'une équipe, à part des exceptions hein, évidemment. Donald, Voilà. Non mais effectivement, mais c'est assez rare, ouais. Encore Donald, t'as encore d'autres joueurs dans l'équipe qui peuvent prendre la place. Là, il y a vraiment peu de monde dans cette équipe-là. et puis c'est très dur, on va pas se mentir, sur un front seven, on joue en 4-3, en 3-4, ça on verra ça au niveau des quand on fera les tableaux noirs, mais quand tu te retrouves avec trois autres joueurs à côté face à 5, tu te retrouves en double prise parce que un gars comme Barmore, il est en double prise sur tous les snaps et réussir quand même à aller chercher 8,5 snaps alors que tu es le seul gros joueur, on va dire, à surveiller et que tu es pris par deux autres, c'est très fort. Très fort. Yes. Je propose de passer à notre joueur qui nous a déçus. Je l'ai un peu teasé tout à l'heure, donc je vais commencer. Je sais pas si t'as le même, mais moi c'est Mike Jones. Quand t'as un QB qui est benché 4 fois dans une seule saison, je trouve ça fort. Il est 2 victoires, 9 défaites en titulaire. Avant que ce soit Bailey Zapp qui prenne le pouvoir. Euh, voilà. C'est quoi de mieux pour résumer que 15e tour, tradé pour un 6e. Enfin, 15e pick, et tradé pour un 6e au final. Deux ans après. Quelques-uns, ouais. Sans blessure. Exactement. La descente aux enfers est forte. Quand on voit que je crois que Trey Lance a été tradé pour un 3e, si mes souvenirs sont bons, lui qui a joué genre, pareil, il a joué autant de snaps quasiment qu'Aaron Rodgers la saison dernière. Et il a été tradé pour un peu plus. Zach Wilson, c'est pas ouf. Comment dire, Justin Fields, on voit des rumeurs de trade à l'heure actuelle. Au final, voilà, c'est le premier choix, c'était Trevor Lawrence, mais après ça a été nouveau QB, QB où il y en avait 5. Au final, c'est fébrile. Ce qui est Donc très voilà. drôle, c'est que sur les deux saisons, si on prend la comparaison avec Trevor Lawrence, c'est qu'ils ont à peu près la même fiche sur les deux premières saisons. Sauf que Trevor Lawrence commence très difficilement. Il avait ce coach un petit peu bizarre en début d'année. Urban Meyer. Ouais. Urban Meyer, effectivement, pourtant qu'il vient de Florida. Mais enfin, voilà, ils ont la même fiche, sauf qu'ils ont vraiment deux dynamiques complètement différentes. Euh, Mac Jones commence pas trop mal la saison dernière et c'est une descente aux enfers avec l'équipe quoi. Il est mauvais sur la fin. C'est ça. Catastrophique. J'espère pour lui que ce sera un peu mieux en tant que backup. Je trouve que pour les Jaguars, c'est une bonne prise. Parce qu'avoir un backup comme Mike Jones, enfin, c'est bien. C'est d'arriver à en faire quelque chose. Et si ça marche pas, là, il y a plus, je pense que il sera plus dans la ligue parce que t'as des joueurs qui sont pas bons en starter, mais qui en backup font suffisamment le taf. On verra si c'est le cas de Mike Jones, j'ai un peu des doutes. Mais si c'est le cas, c'est une bonne prise, par contre. Non, mais on a quand même entre Mac Jones, Wilson des Jets, on a quand même des QB qui ont deux saisons dans les pattes, qui ont beaucoup d'expérience,
qui sont pas au niveau pour être starters, clairement, mais qui auront des clubs pendant encore 10 ans en tant que backup, une carrière comme ça, il faut des joueurs comme ça. C'est pas non plus, voilà, quand ils vont avoir les clés du camion sur peut-être des fins de match ou un ou deux matchs dans l'année, ça fera le taf, quoi. Voilà. On leur demandera pas on va réduire les cahiers de jeu, on va simplifier un petit peu tout et puis ça le fera. Ouais, totalement, totalement. On va pouvoir faire un petit plan sur l'intersaison. 82 millions de cap space, troisième pick de la draft. C'est intéressant. Franchement, c'est l'équipe qui me fait le plus mal à la tête là-dessus parce qu'il y a vraiment deux philosophies à prendre. Il y a rien en attaque, il y a rien du tout. Donc, est-ce que tu te dis, ben, je vais chercher Marvin Harrison s'il est encore là pour avoir le meilleur receveur générationnel qu'on annonce à la draft, et tu essaies de construire une équipe et l'année prochaine aller chercher peut-être un QB rookie ou de prendre un QB sur les tours suivants en prenant j'en sais rien moi, justement un Tyne Hill ou quelque chose comme ça qui viendrait faire un petit intérim, ou est-ce que tu mises tout directement sur les deux premiers QB qui sont annoncés, à savoir Caleb Williams ou Drake May. Je sais pas, mais Jaden Daniels, qui monte pas mal, JJ McCarthy, dont on parlait un peu tout à l'heure. C'est les quatre qui peuvent ouais, mais éventuellement. si tu mets ce mec-là, il y a rien autour. Ah oui, je suis totalement Ça va d'accord quoi? avec toi. Ça va faire une Panthers, voilà. Et si t'as de la chance, t'arrives à relancer ton QB. Si t'as pas de chance, tu l'as cramé. Alors que t'as un joueur qui est top. C'est donc, je sais pas quelle direction prendre. Est-ce que tu reconstruis d'abord l'équipe et après tu iras chercher un QB et tu fais un petit intérim en attendant, ou tu mets direct un QB dans le grand bain, mais tu prends le risque de le cramer, et en plus t'as Jérôme Maillot en head coach, quoi. T'as pas un McDaniel, t'as pas un Matt Oui, Lafleur qui entoure les jeunes, et ou celui des Niners, quoi. C'est pas, voilà, t'as pas un génie Shanahan. offensif, hein. Ouais, totalement. Après, là, du coup, pour être transparent, on enregistre cet épisode lundi, donc c'est le début de la période de legal tampering, donc le moment où il y a les premières offres qui sont données aux joueurs. Donc vous, quand vous écouterez cet épisode, normalement on le diffusera mardi ou mercredi. Il y aura déjà des signatures, donc vous aurez plus d'infos que nous quand on enregistre. Et effectivement, du coup, s'il y a beaucoup de choix, je les vois pas prendre un QB tout de suite parce que j'arrive pas trop à voir qui, mais ça va être intéressant de voir ce qu'ils font là, s'ils arrivent à bien encadrer en prenant un top receveur. J'ai vu qu'ils ont re-signé Kendrick Bourne pour plusieurs Oui. années, qui lui est un top receveur, je trouve, pour le rôle qu'il a. Euh, il va en falloir un autre de toute manière. Il y a besoin d'autres choses encore. Mais avec 82 millions, tu peux refaire ton équipe, hein, quasiment, hein. Ils ont re-signé aussi Henry, le tight end. Ouais. Ouais, chaque année, hein, de toute manière, il le re-signe, j'ai l'impression. Et ça fonctionne. Le mec, c'est une machine à touchdown. C'est génial pour un QB quand t'arrives en... Si t'as ton running back qui fait une percée de dingue et qui se fait stopper au 5 yards, t'as un Hunter Henry devant toi. Bon, en fait, t'es pas sûr de mettre un touchdown, mais globalement, il va se démarquer suffisamment pour que tu lui lances la balle. C'est, pour moi, c'est ultra intéressant. Là, les Patriots, c'est l'équipe qui m'excite le plus sur cette free agency, et pourtant, elle est dans la division des Dolphins. Mais je trouve que c'est l'équipe où, entre le cap space, le nouveau coach, le manque de QB, et le fait que ta défense, ça va être ta force d'équipe encore, mais t'as quand même 82 millions pour augmenter ton attaque plus tes pics. Ultra intéressant. Ben allez, je sais pas qu'est-ce que tu as prévu de faire les 6 prochains mois, mais si le board des potes nous écoute, il n'y a pas de GM, envoyez Alex parce que vraiment il a des idées. Mais c'est franchement non, moi c'est très 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 excitant. Il y a beaucoup d'argent comme tu dis. Il y a du capital draft, et il y a du capital draft où Belichick va pas échanger son premier tour contre 15 sixième. Donc ils vont garder ce numéro 3 et puis ils vont aller chercher quelqu'un, mais je ne sais pas dans quel sens ils peuvent partir. Vraiment, j'arrive pas à trancher la chose. Très compliqué, très compliqué. La bonne nouvelle du départ de Bill Belichick, c'est que tous les coachs de NFL seront sur Madden, du coup. Parce que Belichick s'était interdit, il avait pas vendu son image. C'est vrai, Pour, je ouais, il y avait écrit New England Coach. C'était ça son nom. Et il n'y avait pas sa tête et tout.
Donc là, on va enfin avoir un Madden. Bon, après, le niveau de jeu Complet. du Madden, voilà, exactement, complet. Objectif pour la saison prochaine, du coup, on en parlait un peu, on en a parlé tout le long de ce bilan des Pats. C'est redémarrer une reconstruction, c'est un nouveau monde. Sans Bill Belichick, mais aussi c'est un nouveau monde pour Jerod Mayo. Premier poste de coach, coordinateur / coach, et il va directement dans le grand bain de la relève de Big Bill. Je trouve ça un petit peu dommage de la part du board des Pats parce que bon, ils vont chercher Jarrod Mayo qui apparemment fait l'unanimité au sein de la franchise. C'est un produit de la franchise. Il va garder cette méthode Belichick non pas la méthode Belichick, mais on va dire la rigueur qu'il pouvait avoir. Mais je trouve ça dommage de pas être au moins allé faire des entretiens, quitte à prendre Mayo derrière, mais avoir des gars d'entretien qui viennent avec une nouvelle vision, qui auraient pu leur parler d'autre chose, qui auraient peut-être pu donner des idées qu'ils n'avaient pas eux en interne. Je trouve ça dommage de s'être coupé de cette opportunité-là. Totalement. Et ben voilà. Premier bilan deuxième bilan dans la boîte pour nous avec du coup cette AFC Est après l'AFC West qui a eu lieu du coup le week-end dernier. N'hésitez pas à aller l'écouter du coup, comme on en a parlé, où Jérôme et Anthony reviennent sur cette AFC West et nous donner vos avis. On se retrouvera d'ici quelques jours pour un prochain bilan. On verra encore qui. On verra qui fera le bilan. On verra sur quelle division. C'est encore tout est un peu flou, mais pour vous aurez ce qu'il faut au bon moment. Très content de pouvoir démarrer encore une fois cette nouvelle saison du front office avec toi Doug, avec Anthony, avec Aurélien, toujours avec Jérôme. C'est cool. Suivez-nous encore une fois. Deuxième instant promo, on fait de Z à A on va repartir. Twitter le front office, Instagram le front office, suivez-nous, voilà. Mettez une revue, abonnez-vous, mettez la cloche sur YouTube si vous avez envie, 5 étoiles. Si vous avez envie de communiquer avec nous, les DM d'Instagram sont ouverts, les DM de Twitter sont ouverts, commentaires YouTube, commentaires Spotify, en fonction de ce que vous voulez, et on vous répondra avec grand plaisir. Merci Doug. Merci à toi. D'avoir fait ce bilan avec moi, et on va se retrouver d'ici quelques jours pour un prochain bilan. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, et vive le football.